Le nom d'Uranie est intimement lié à l'évolution moderne du trotteur français. Les invités du président de Montesson la connaissent à travers un des salons les plus chics de l'hippodrome de Vincennes, mais les éleveurs lui sont redevables des courants de sang franco-américains les plus recherchés actuellement par l'entremise de ses deux fils prodiges, Kéros et Ogaden. Triple lauréate du prix d'Amérique, ce fut la première, en 1926, 27 et 28, Uranie remporta le prix d'Italie en 1929. Entre les deux guerres, plusieurs épreuves furent créées en hommage aux grandes puissances occidentales. De cette époque, il ne reste plus que le prix d'Amérique, le prix de France étant alors couru sous la selle, tandis que le prix de Belgique, sous sa forme actuelle, est une création récente. En 1930, Uranie dispose de Benjamin III dans le prix d'Amérique, mais elle doit s'incliner devant Amazon B, une fille du grand Passeport, qui s'adjugea le célèbre classique en 1923 et 24. À cet égard, il est amusant de noter que Passeport est le seul lauréat du prix d'Amérique qui ait produit un autre vainqueur de prix d'Amérique. Rappel de la carrière d'Uranie, une fille d'Intermède et Pastourelle, entraînée et drivée par Capovilla, 3 fois victorieuse dans le prix d'Amérique à Vincennes, partie pour le Haras le 26 février 1930. Carrière de 10 ans, dont 7 ans à l'entraînement, 74 courses, 44 victoires, 205 km en course, gain 1 224 500 francs. Javary, 17e lauréat en 1936 par terrain lourd, a pourtant lui aussi presque réussi par l'intermédiaire de son fils Vermont qui engendra la populaire Roseau. Autre jument d'exception, Cancanière inscrit son nom au palmarès du prix d'Amérique en 1952. Cancanière, c'est aussi la maîtrise d'un des hommes les plus pittoresques de l'histoire du trot, Jonel Chiriakos. Grand adepte de la course d'attente, il amène Cancanière sur la plus haute marche du podium à l'issue, regardez bien, d'un des finishes les plus étourdissants de l'histoire du prix d'Amérique. Cancanière à l'extérieur, elle est encore 4e, elle passe 3e et elle va coiffer tout le monde sur le poteau, voilà c'est fait. Jonel Chiriakos était aussi le prédécesseur de Léopold Verhoeven au centre d'entraînement de Pincevent, aujourd'hui disparu. 1956 révèle un des noms les plus prestigieux de l'histoire du trotting. L'homme de la rue s'en souvient encore, peut-être parce qu'elle avait un nom qui lui collait si bien à la peau, Gélinotte la superbe, Gélinotte l'arachnéenne, la rose des vents. Nous la voyons ici remporter le Grand Prix de la loterie à Naples. Les tifosi ne l'ont pas oublié. Au nom de Gélinotte, on se doit d'associer celui de Charlie Mills, surnommé le sorcier de Chaman. Tout l'entraînement moderne, tel qu'il est pratiqué à Grosbois ou ailleurs, repose sur les concepts de cet Irlandais révolutionnaire que nos plus fines cravaches considèrent encore comme leur maître. Dans un monde divisé par de sordides rivalités, nul ne contestera jamais l'héritage de Charlie Mills. Et Charlie Mills, c'est Gélinotte, peut-être le couple le plus célèbre de l'histoire des courses avec le tandem Goujon-Ourasi. En janvier 56, il pleut sur Vincennes. C'est un des hivers les plus froids du siècle. Mais Gélinotte enflamme les tribunes du plateau de Gravelle. Un an plus tard, la jument ailée de Madame Carl va épingler un second prix d'Amérique à son palmarès. Mais Gélinotte, tout autant que dans le cœur des turfistes, laissera sa trace au Haras. À la manière d'Uranie, dont elle est la petite fille par son père Kéros, Gélinotte donnera naissance à un grand géniteur, Ura, dont le père, Carioca II, est un fils de l'américain Sam Williams. 30 ans après sa mère, Ura perpétuera le sang de Gélinotte au palmarès du prix d'Amérique, avec l'Urabeau, vainqueur en 84, mais aussi grâce à Greyhound, le père d'Ourasi. Gélinotte, de retour aux balances.
Monsieur et Madame Carl, des propriétaires comblés. 14 trotteurs français, italiens et suédois prennent à Vincennes le départ du Grand Prix d'Amérique, la plus importante des épreuves européennes du genre. L'absence de Gélinotte est très regrettée, mais les 2600 mètres du parcours font un trop gros effort pour son handicap. De nombreux cracks peuvent prétendre à la victoire et Jamin, numéro 10, parti dans les derniers, remonte magnifiquement dans la ligne d'en face pour se placer en tête aux côtés de Charlie Mills qui drive Jolivet Nardet à la hauteur du dernier virage. Distancé pour allure irrégulière, Jolivet Nardet n'est plus là sur la fin et Jamin fonce vers le poteau sans être inquiété. Une belle victoire de Jamin pour le grand jour de la saison de Vincennes. 1965. C'est la première fois, la toute première fois, que le départ du Prix d'Amérique est donné à l'Autostart. Et c'est la deuxième fois qu'Ozo y participe. Ozo, c'est la nouvelle coqueluche de Vincennes. Avec sa queue en trompette, elle a succédé à Gélinotte dans le cœur des turfistes. Né dans la Manche, à Villedieu-les-Poêles, Ozo est la propriété d'un petit éleveur propriétaire, Roger Massu, ce qui la rend encore plus sympathique aux yeux des pelousards, très attachés à la tradition populaire du trot. Roger Massu a mené sa jument à la victoire en 1963, mais cette année, il préfère laisser les guides au crack driver allemand Hans Frömming, qui vient de remporter le Prix d'Amérique avec Nike Hanover. À peine Ozo s'est-elle retirée de la compétition qu'une nouvelle étoile va naître. C'est l'époque des grandes juments de Vincennes, époque qui s'achèvera avec une de mai. Hans Frömming aurait pu remporter un troisième Prix d'Amérique consécutif en 1966 avec l'américaine Elma, mais une jument de 5 ans, quasiment inconnue, menée par un jeune driver, Jean-René Goujon, lui barre la route. Tout Vincennes n'avait Dieu que pour son compagnon d'écurie Oscar Herrel qui répondait au sobriquet de Petit Lapin. L'année suivante, en 67, Roquépine s'est affirmé. Monsieur Henry, alors au paroxysme de sa gloire, veut remporter son premier Prix d'Amérique. Premier Prix d'Amérique en tant que driver, bien sûr. Il s'installe donc au sulky de Roquépine et confie son Petit Lapin à Jean-René Goujon. Et Roquépine va contrôler la course du départ à l'arrivée. Regardez-la à la corde. Regardez Oscar Herrel à l'extérieur. Oscar est déjà commandé. Roquépine, elle, contrôle complètement les opérations. Et Roquépine s'en va vers ce qui sera son plus facile Prix d'Amérique. Elle en a remporté 3, dois-je le rappeler. Oscar Herrel va compléter le doublé de la célèbre casaque jaune Croix de Lorraine noire. Ils sont déjà tous les deux en tête pour aborder la ligne droite. Et c'est l'italo-américain City Lights qui sera troisième, mais loin derrière les deux Lévesque. Pour Roquépine, c'est une véritable promenade de santé. Comme d'habitude, il faisait très beau à Vincennes. « 1970 a vu la mise hors course du favori Upsalin au départ. 2 ans plus tard, un nouveau drame s'abat sur le Prix d'Amérique en général et sur l'infortuné Une de Mai en particulier. Cette jument de légende a tout gagné, dans le monde entier. Il ne lui reste plus que le Prix d'Amérique dont elle fut déjà 2e et 3e. Cette fois, elle est en passe de le faire. Regardez-la, Une de Mai en seconde position. Ça y est, Une de Mai va vaincre le cygne indien. Elle sera enfin prophète en son pays. Lorsque, et voilà c'est le drame, Une de Mai, la roue de son sulky s'accroche dans celle de Vismy. Témoin de l'accident, Titanium Pello en profite pour démarrer et se place hors de portée de ses adversaires. Pour Une de Mai, c'est terminé. Son rival de toujours, surnommé le Diable Noir, remporte son second Prix d'Amérique consécutif devant les inattendus Volney 2 et Arbella, auteur d'une très belle fin de course. Un véritable crack, ce Titanium Pello, qui ne courait pratiquement que 2 fois par an pour enlever les 2 plus beaux fleurons de Vincennes, le Prix de Cornulier et le Prix d'Amérique.
1977, l'ère du rouleau compresseur touche à sa fin. Marqué par la limite d'âge, Bellino II dispute son dernier prix d'Amérique. Mais il ne va pas quitter la scène sans établir un nouveau record. Comme Urani et Roquépine, il court pour le hat-trick. Et ça commence bien mal, avec un départ catastrophique. Mais vous allez voir ou revoir ce qu'était Bellino. Après avoir aplati tout le peloton de sa foulée lourde mais souveraine, le voici aux prises avec Eleazar, auquel il a rendu une bonne vingtaine de mètres. Le rusé Verhoeven, qui connaît bien Bellino pour l'avoir drivé, le laisse partir, pour ensuite relancer Eleazar à l'attaque. On se dit cette fois, c'est fini, Bellino ne gagnera pas. D'ailleurs, Eleazar donne un court instant l'impression de le dominer, mais Bellino ne cède pas et la pointe d'Eleazar vient se casser sur son armure. Vous comprenez pourquoi on l'appelait le rouleau compresseur? Regardez au ralenti. Ça y est, Bellino repart. Et pourtant, je suis sûr qu'Eleazar avait réussi à le dominer à 100 mètres du poteau. Mais Bellino, c'était Bellino. Pour bien mesurer son exploit, il faut savoir qu'Eleazar, ce n'était vraiment pas n'importe qui. Fils de l'illustre Kerjak, il ne partira pas au haras sans un prix d'Amérique. Regardons-le 3 ans après, réaliser le rêve de son propriétaire, Alec Vesveler. Plus de Bellino pour lui barrer la route, mais un certain Grand Pré qui s'est permis 2 ans plus tôt de faire tomber le record d'une seconde, sans autostart, excusez du peu. Adolphe Duvivier et Idéal du Gazo se disputent le droit de mener dans la montée, faisant ainsi le jeu, sans le savoir, de Grand Pré et Eleazar, que l'on va retrouver à l'entrée de la ligne droite. Les voici. Et dans la ligne droite, ce dernier est impérial. Eleazar ne laisse à personne l'illusion d'une escarmouche. 8 jours plus tard, d'ailleurs, il remportera aussi le Prix de France, tirant sa révérence avec panache. « 1981, c'est un grand cru. On retrouve Idéal du Gazo, que la France entière ne connaît encore que très peu. Idéal du Gazo qui deviendra la grande vedette que l'on sait. On retrouve Jorki, plutôt on trouve Jorki, un autre Verhoeven, un autre Kerjak, de grande naissance. Sa mère n'était autre que la célèbre Vanina. Et voici qu'Idéal du Gazo démarre dans la montée. Un démarrage à la Eugène Lefebvre. Et c'est là, et c'est dans ces moments-là que Petit Bonhomme, comme on l'a surnommé par la suite, va devenir populaire. Idéal du Gazo acheté pour une bouchée de pain, entraîné par un quasi-inconnu, Eugène Lefebvre, eh bien Idéal du Gazo va faire trembler, va faire vibrer non seulement Vincennes, mais la France entière. Idéal du Gazo qui a complètement disparu du champ de notre caméra, poursuivi à distance par Jorki. Et puis regardez bien la jument qui vient en 3e position, c'est Classical Way, la meilleure jument américaine. Elle a tout gagné, toutes les grandes classiques aux États-Unis. Elle dispute son premier prix d'Amérique et c'est la 2e fois seulement qu'elle foule la piste de Vincennes. Elle n'est pas habituée à partir aux élastiques, elle a pris un départ catastrophique et pourtant elle est 3e. Elle ne peut évidemment rien faire contre Idéal du Gazo. Jorki non plus ne peut rien faire contre Idéal du Gazo, mais il est bon second et Classical Way sera 3e. Avec un départ de l'Autostar une semaine plus tard, elle remportera le Prix de France dont elle fera tomber le record. Idéal du Gazo, Jorki, Classical Way, c'était vraiment une très très grande cuvée. En 1982, on retrouve Idéal du Gazo dont c'est la 3e participation au Prix d'Amérique. Léopold Verhoeven, lui, n'est plus associé ni à Eleazar, bien sûr, ni à Jorki, mais à Kizin. Et c'est Kizin qui est en train de régler l'allure dans le premier tournant du Prix d'Amérique. Et regardez, à gauche de votre écran, en 4e, même 5e épaisseur, qui vient très vite, eh bien c'est Petit Bonhomme. À ses côtés, Giosko, la célèbre Kazakh Lévesque, menée par Jean-René Goujon. Giosko qui effectue sa rentrée dans le Prix d'Amérique. Alors ça, c'est très osé. Il faut être un bon cheval pour faire ça et pour le faire bien. Dans la montée, Kizin a rétrogradé. C'est Kézertro, le champion du monté, qui est en tête.
avec Ino Ludois à ses côtés, et derrière on commence à voir venir Giosco. Giosco, c'est un fils de Kyoko dont il a la tête, regardez, il a une liste en tête, il boit dans son blanc comme on dit, et Idéal du Gazo bien sûr toujours là. Alors Idéal du Gazo maintenant laisse Kesertro sur place, qui fait une faute d'ailleurs ne pouvant suivre Idéal du Gazo, et il va clouer tout le monde sur place, regardez, comme il a fait 2 ans auparavant, le petit bonhomme. Eugène Lefebvre a été très critiqué pour cette tactique. Il a été critiqué parce qu'il a été battu. S'il avait gagné, on aurait crié au génie. Mais pour l'instant, qui peut suivre Idéal du Gazo? Personne. Il y a Giosco derrière. Il y a Ino Ludois qui est complètement battu. Seul Giosco donne l'impression qu'il va peut-être être second. Il y a Lançon, il y a Kizin à la corde, mais Kizin est au bout du rouleau. Il y a Imour qui vient très fort à l'extérieur. Imour qui a fait sa course de rentrée dans une course d'amateur à Bordeaux et qui va peut-être venir coiffer tout le monde. Imour sur le poteau, il y aura photo. La photo va durer très longtemps. Elle va durer un quart d'heure et ce sera Imour qui battra Giosco d'un nez, alors qu'Idéal du Gazo, complètement épuisé, a dû se contenter de la 3e place. En 83, on retrouve Petit Bonhomme qui en a gros sur le cœur parce que lui aussi il aurait peut-être pu remporter 3 prix d'Amérique s'il n'était tombé sur Giosco, sur un Imour particulièrement brillant dans une grande période de forme et mené à la perfection par Jean-Pierre Dubois. Petit Bonhomme qui en a gros sur le cœur mais qui se dit quand même, alors que maintenant la France entière le porte dans son estime, qui se dit quand même « je vais remporter mon 2e prix d'Amérique ». Et le voici Petit Bonhomme. Il y a Lurabo. Attention à Lurabo, c'est sa première incursion dans le prix d'Amérique. Il est en tête, c'est un fils d'Ura, un très bon poulain entraîné par Jean-Loup Peupion. C'est devenu maintenant un cheval extrêmement solide. Il y a Lutin d'Isigny, un autre L de la meilleure cuvée. Il y a également Kémilla qui n'est pas loin. Lurabo, alors qu'il pleut, la pluie redouble ce dimanche à Vincennes, ce qui est très rare pour un dimanche de janvier, vous en conviendrez. La pluie redouble, Lurabo a encore le meilleur, mais Idéal du Gazo se rapproche très vite à l'extérieur. Il va y avoir une belle empoignade. Minou Goujon se dit « je vais peut-être remporter un 2e prix d'Amérique, il lui faudra attendre 1 an ». Idéal du Gazo passe à l'attaque. Ah, il n'est pas dans des allures d'une pureté exceptionnelle, notre Idéal du Gazo. Mais il est tellement populaire, on a tellement envie de le voir remporter un 2e prix d'Amérique. Eh bien, les commissaires n'ouvriront même pas d'enquête. Ils le maintiendront à cette place. Lurabo sera 2e. Et la 3e place sera pour le brave et valeureux Lutin d'Isigny, qui lui aussi n'en restera pas là. En 84, cette fois-ci, Lurabo est à son apogée. D'ailleurs, Minou Goujon ne s'embarrasse d'aucune tactique avec lui, c'est un cheval qui aime aller devant, alors pourquoi pas. Lurabo est un cheval dur, c'est un vrai roc, il n'a pas à proprement parler de pointe de vitesse, mais il résiste à toutes les attaques, quand il est au top, quand il est au mieux, et c'est le cas en 1984, Jean-Loup Peupion l'a amené au summum de sa forme. Et Lurabo sera au commandement d'un bout à l'autre de la course. Et regardez, il repleut cette année. 2 années consécutives à Vincennes où il fait mauvais pour le prix d'Amérique, c'est excessivement rare. Une attaque de Jorki, Lurabo, Jorki, le pauvre Jorki qui n'a jamais réussi à remporter son prix d'Amérique, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il a été battu par Idéal du Gazo. Cette fois-ci, Jorki va peut-être gagner. Non, car Lurabo tient bon. Derrière, il n'y a plus personne, c'est la débandade et la course tourne à un duel, à une passe d'armes entre Lurabo à la corde et Jorki. Une passe d'armes qui ne durera pas très longtemps car Lurabo n'est jamais réellement inquiété. Jorki se porte à une demi-longueur, il arrivera à une encolure mais jamais plus. Et Lurabo repart sous les sollicitations de Minou Goujon et remporte très facilement, plus facilement qu'il n'y paraît, ce prix d'Amérique devant Jorki et le gros outsider Kémilla. En 85, c'est le tour de Lutin d'Isigny. Lutin était 3e en 83. Je vous avais dit qu'il finirait par gagner sa course. Ça va être la victoire du courage, la victoire de l'opiniâtreté. Lurabo est de nouveau au départ, mais ce n'est plus le même Lurabo. Il a connu des problèmes de jambes, il a eu des molettes,
Jean-Loup Peupion, son entraîneur, a eu beaucoup de mal à lui faire reprendre l'exercice. Il s'y est pris progressivement, mais ce prix d'Amérique arrive peut-être un peu tôt. Et puis les jambes de Lurabo n'ont plus tout à fait leur souplesse d'antan. Et c'est un cheval un peu diminué, un peu grippé, qui participe à ce prix d'Amérique. Et pourtant, ô combien courageux. Regardez-le, le fils de Hura. Il est encore en tête, sa tactique favorite. Il donne encore l'impression de pouvoir l'emporter. Lutin d'Isigny est à ses côtés. Minou Goujon a tout lâché, mais Jean-Paul André, le driver de Lutin d'Isigny, lui aussi sollicite vigoureusement son cheval. Minou du Donjon tire double en 4e position côté corde. Et puis on note un très bel effort à l'extérieur de Major de Brion. Autre sujet de Jean-Loup Peupion. Entrée de la ligne droite, Lurabo repart sur son courage, sur sa hargne de vaincre, parce qu'il voudrait remporter un second prix d'Amérique. Il reprend un sulky, un demi-sulky, mais c'est trop, il ne peut plus. Et Lutin d'Isigny, lancé à fond par Jean-Paul André, se détache et remporte ce prix d'Amérique. Minou du Donjon va peut-être être second. Il est second, non, il est coiffé dans les toutes dernières foulées par Montourbillon. Montourbillon qui connaît là sa première participation au prix d'Amérique, mais on en reparlera. Lutin d'Isigny est en pleine gloire. Il ne reste pas sur cette victoire dans le prix d'Amérique, évidemment. Il va, et c'est le but de notre soirée, c'est le but de notre présence ici, disputer le Grand Prix du Sud-Ouest. C'est le premier Grand Prix du Sud-Ouest, une épreuve qui est maintenant devenue un rendez-vous classique sur le calendrier des trotteurs. Un Grand Prix du Sud-Ouest marqué par la victoire, vous le savez tous, de Lutin d'Isigny. Regardez-le, là, il est tout près de la tête. Pour l'instant, c'est Norcusson qui est en tête avec Calidvry. Calidvry qui est une jument qui a beaucoup de classe. Beaucoup de classe. Mais que lui arrive-t-il? Elle est tellement bizarre, cette Calidvry. Elle a fait ça une fois dans le Prix d'Amérique et là, elle commet une faute sans prévenir, sans que l'on sache pourquoi. Roger Baudron est dans l'incapacité de la remettre au trot. Vraiment une jument étrange, une jument extrêmement surprenante et pas toujours dans le meilleur sens, cette Calidvry. Elle disparaît complètement et vous allez voir sa classe maintenant. Alors que Lutin d'Isigny a pratiquement course gagnée, regardez Calidvry qui est distancé, que Roger Baudron a placé à l'écart des autres pour ne gêner personne. Regardez comme elle revient, comme si elle participait à la course. Évidemment, on ne sort pas la cravache. Roger la tient à plein bras et pourtant, plus ça va, plus elle en regagne du terrain sur Lutin d'Isigny. Et c'est la seconde morale et c'est peut-être même la lauréate morale. Si elle n'avait pas fait cette faute qui lui a coûté 50 mètres et un distancement en face, elle aurait peut-être battu Lutin d'Isigny. Quoi qu'il en soit, Lutin gagne. Le second, c'est Opprimé. Le troisième, Marquis de Cause. Et le quatrième, Norcusson. Et nous voici entrés dans l'ère Ourasi. Pour moi, je parle en mon nom, Ourasi, c'est le plus grand cheval du siècle. Et pourtant, Dieu sait que nous avons vu défiler au cours de ces 30 minutes de projection des noms extrêmement célèbres comme Jamin, comme Gélinotte, Cancanier, Roquépine, Ozo, Tidalium Pello. Eh bien, je crois qu'Ourasi est encore meilleur. On ne peut évidemment pas les comparer, c'est totalement impossible. Jamin a dû rendre 25 ou 50 mètres parfois pour l'emporter, ce qui n'est plus le cas d'Ourasi, tout du moins dans le Prix d'Amérique. Mais regardez avec quelle facilité il va s'imposer dans ce Prix d'Amérique 87, sa plus belle victoire. Il y a Ogorek derrière. Ils sont tous, pardonnez-moi cette expression populaire, ils sont tous à la rame. Et Jean-René Goujon tient Ourasi à plein bras. Et maintenant, il le lâche. Il le commande un petit peu et Ourasi s'envole littéralement. Et lorsque l'on sait qu'Ourasi en 87, il n'est plus comme ça maintenant, mais il mettait quand même un tout petit peu les freins, il se ralentissait, il se relâchait en fin de parcours, eh bien, cette victoire, cette écrasante supériorité sur l'American Great Singing qui vient coiffer tout le monde sur la fin et sur Ogorek, eh bien, elle laisse sans voix. De la voix, il va me falloir en retrouver quelque peu pour vous commenter ce Grand Prix du Sud-Ouest édition 87. Mais c'est un commentaire qui, en fait, n'appelle pas une très grande imagination, une très grande virtuosité dans la mesure où Ourasi est encore là. Et lorsqu'Ourasi est là, eh bien, ma foi, il faut surtout avoir de la voix, il faut avoir du coffre,
mais il n'est pas nécessaire d'avoir de très bons yeux car on le sait toujours qui va gagner. Il y a Olympio de Corsol, son fidèle compagnon d'écurie, qui lui jouera un bien mauvais tour dans le championnat européen, qui sera second, et Ourasi, comme d'habitude, surclasse complètement ses adversaires. Vous remarquerez, vous noterez un certain permissionnaire à la 3e place. On va le retrouver quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard, c'est bien sûr dans le Prix d'Amérique que voici. 3e participation d'Ourasi. 3e victoire, évidemment. Très bon départ pour Ourasi à l'extérieur, mais un départ encore plus volant pour Great Singing, la petite américano-canado-suédoise, appelez-la comme vous voudrez. Great Singing, qui est une jument qui finit fort si elle attend et qui ne finit plus du tout quand elle mène. Regardez, vous en avez la confirmation sur ces images. Un seul adversaire ose tenir tête au roi. Il s'agit, mais oui, c'est lui, permissionnaire, qui était 3e à Beaumont-de-Lomagne, 3e loin derrière Ourasi. Et bien là, il n'est pas loin devant, mais il est quand même devant. Sorti du dernier tournant, on a une petite hésitation. Ourasi, ce n'est pas aussi facile que les autres années. Permissionnaire lui tient tête, permissionnaire est toujours là. Oh, le suspense ne dure pas très longtemps. Un coup de cravache, 2 coups de cravache sur les brancards uniquement, car Ourasi n'en a pas vraiment besoin. Il se détache, il s'envole et permissionnaire devra se contenter de la 2e place. Mac the Knife termine très très fort, il vient de loin bien finir 3e et Potin d'Amour sera 4e. Petite incursion sur la Côte d'Azur, toujours pour vous montrer Ourasi dans ses œuvres. Great Singing, la suédoise, maintenant on peut l'appeler la suédoise parce qu'elle est devenue entièrement suédoise. Vous savez, Great Singing, c'est une toute petite jument, un très joli braquet. Elle est d'origine américaine évidemment et elle règle l'allure, elle adore ça. Sur les pistes plates bien sûr. Ourasi vient à ses côtés et Ourasi va tenter et va réussir son triplé dans la plus prestigieuse épreuve de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, le critérium de vitesse. Et pourtant, Great Singing, mené par Olle Goop, son driver habituel, c'est la 2e cravache suédoise. Olle Goop donc va très très librement à la corde, alors qu'Ourasi donne l'impression, impression habituelle à laquelle on est quand même un peu habitué maintenant, toujours sa nonchalance, là il tarde un petit peu à démarrer. Mais lorsqu'il démarre et lorsqu'il s'enclenche, c'est fini pour les autres. Potin d'Amour pour l'instant est 3e, il finit fort, mais dans le dos d'Ourasi. Ourasi qui, une fois de plus, qu'enterre littéralement à l'arrivée de la course, sans être autrement menacé, même par Potin d'Amour qui termine remarquablement bien. Ourasi n'est pas au départ du 3e Prix du Sud-Ouest. Je ne vous apprendrai pas que les Grands Prix du Sud-Ouest, c'est une plaque tournante entre 4 villes. La 3e, c'est la Ville-Rose, Toulouse. Ville-Rose comme la piste d'ailleurs. Il n'y a pas Ourasi, mais il y a Potin d'Amour. Et Potin d'Amour, c'est quand même plus qu'un suppléant. Potin d'Amour, le grand favori demain, ici même à Agen. Potin d'Amour qui va remporter, comme il se doit, ce Grand Prix du Sud-Ouest à Toulouse. Devant Quartz, tout de même assez surprenant, qui connaît un beau sursaut de forme. Et Mac the Knife, lui, un petit peu décevant, qui ne confirme pas du tout sa 3e place du Prix d'Amérique. On en attendait beaucoup mieux. Mais un grand chapeau à Potin d'Amour et à sa propriétaire, la marquise de Morataya. Prix d'Amérique 89, on attend l'exploit. Potin d'Amour prend un départ volant et ce n'est malheureusement pas le cas pour Ourasi. On attend l'exploit. Quand je dis on, ce n'est pas seulement les turfistes, ce n'est pas seulement les sportsmen, les entraîneurs, les éleveurs, c'est toute la France. La France entière, même celle qui n'est pas concernée par le tiercé, même celle qui a horreur du jeu. Ourasi est devenu la plus grande vedette de cette fin de siècle, le plus grand sportif français du moment. On attend l'exploit parce que 4 victoires dans le Prix d'Amérique, ça n'a jamais été fait. Et Ourasi doit y arriver car il a battu à plate couture tous les adversaires qui lui sont opposés, y compris Khalid Vri et Poroto à qui il a déjà rendu 25 mètres. Donc Ourasi ne doit pas avoir de problème. Mais hélas, des problèmes
Ce jour-là, il en avait. Il a fallu que ça tombe le jour du Prix d'Amérique. Regardez, Ourasi vient à l'extérieur comme d'habitude, mais il n'a pas sa superbe habituelle. Et là, il plafonne, il doit s'incliner. Et Califri repart. En vérité, elle ne repart pas, elle garde son la seconde place, alors qu'Ourasi a pratiquement toujours battu Potin d'Amour. Que s'est-il passé? On le saura après. Ourasi était malade, mais oui, ça ne lui est pratiquement jamais arrivé. Et il montrera d'ailleurs, en remportant pour la première fois le Prix de Paris et pour la 4e fois le Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, que cette défaite n'était pas celle de la logique, que cela ne retire rien à la très belle victoire de Kayla Gédé qui a établi le nouveau record du Prix d'Amérique. A remporté ce 70e Prix d'Amérique. Voilà, c'est à vous, Dominique. Oui, absolument, et nous sommes tous avec Jean-René Goujon. Et pour l'instant, les concurrents de ce 70e Prix d'Amérique commencent déjà à se regrouper, donc dans l'aire de départ. Ils vont prendre place derrière les élastiques. Les 18 concurrents sont bien tous là, il n'en manque aucun l'appel. C'est Poroto pour l'instant avec Louis Boulard qui entre le premier dans cette aire de départ. Je cherche bien sûr Ourasi. Ourasi qui va sans doute s'élancer tout à l'extérieur. Attention à ce départ du 70e Prix d'Amérique. Voilà, c'est parti maintenant avec Poroto et Ourasi qui partent ensemble complètement à l'extérieur du peloton, alors que Reine du Corta est parti à la corde, ainsi que Potin d'Amour maintenant qui va tenter de prendre l'avantage dans le premier tournant. Potin d'Amour est en tête devant Reine du Corta et Point de la Vaudère, et je passe le relais maintenant à Jean-Yves Vincent. Oui, Potin d'Amour qui va très librement après avoir cherché ses marques au départ, alors que vous pouvez constater que Ourasi est toujours en seconde position. En revanche, Louis Boulard a nettement rétrogradé avec Poroto. Point de la Vaudère, casaque bleu et rouge, est très bien placé aux côtés de Reine du Corta. Reine du Corta, le numéro 14 qui vient de commettre une longue galopade en avant. Reine du Corta qui reste sur 4 succès consécutifs au trot monté et qui doit disparaître du devant de la scène avec un distancement sur le dos. C'est Potin d'Amour qui passe en tête aux tribunes avec Ourasi, suivi à l'extérieur par Poroto qui a recollé maintenant en 3e position, demi-longueur avec Ourasi, et Pussycat, le numéro 7 que vous allez apercevoir en casaque violette, vient très vite en 4e position, suivi de Pontobo, de Stirwen à l'extérieur et de Kébir de Chenu. Le numéro 12, Kayla Gédé vient d'être distancé. On aborde maintenant le bas de la descente et c'est Pussycat, une jument de vitesse qui prend maintenant l'avantage à l'amorce du tournant de Joinville avec un très léger avantage précisément sur Ourasi et sur Potin d'Amour qui se trouve en 3e position devant Pontombo. À l'extérieur se trouve toujours le bonnet jaune de Poroto. On est à peu près à 1500 mètres du poteau d'arrivée. Pussycat fait le trou, c'est à vous, Dominique. Oui, Pussycat au prix d'un magnifique effort, donc il est venu se porter en tête, un effort qui, espérons, ne sera pas prématuré. En revanche, Ourasi, tout va très bien pour lui, il est en 2e position, il surveille les opérations, accompagné à la corde par Potin d'Amour, devant encore Poroto à l'extérieur. Je repasse l'antenne, Jean-Yves. Oui, pour la montée, toujours sur la conduite de Pussycat. Ourasi se tient une demi-longueur devant Potin d'Amour, suivi de Poroto, Kébir Chenu, Pontombo, Port de la Vaudère. Indus, le du peloton. On est maintenant à l'entrée du dernier kilomètre avec Ourasi qui passe à la hauteur de Pussycat devant Poroto, suivi de Potin d'Amour, Kébir de Chenu à l'extérieur, Port de la Vaudère suivi. C'est à vous, Dominique. Avec à une demi-longueur à peine, alors que Potin d'Amour est tout près également à la 3e place. Facilement devant encore Pontobo qui est à la corde en 6e position avec à l'extérieur aussi Sebraza qui est bien placé. On va arriver bientôt aux 500 derniers mètres avec Ourasi maintenant qui passe à l'attaque de Pussycat qui lui prend pour l'instant une demi-tête d'avance. Avec aussi Potin d'Amour, suivi également par Pontobo. C'est à vous pour les 500 derniers mètres, Jean-Yves. Oui, avec Ourasi, Pussycat toujours au premier plan. Ponto, le bonnet jaune, c'est en 3e position qui bloque Potin d'Amour le long de la corde, suivi de Pontobo. Vous apercevez peut-être Sebrazac tout à l'extérieur du peloton, juste derrière Poroto. Et Ourasi, vous entendez la clameur du public, pète en tête dans la dernière ligne droite du plateau de Gravel devant Pussycat maintenant sollicité, alors que Potin d'Amour et Poroto passent extérieur pour passer à l'attaque de Ourasi. Ourasi possède maintenant une longueur d'avance sur Potin d'Amour qui finit très fort, alors que Poroto plafonne et que Pussycat se devant légèrement le long de la corde. Sur la fin, Ourasi reste détaché, va remporter ce Prix d'Amérique devant Potin d'Amour. 3e place à Poroto, 4e place à Pussycat. Ça y est, c'est fait. Ourasi, il y a maintenant le cheval du siècle, 4e victoire dans ce Prix d'Amérique. Une grosse satisfaction pour son entraîneur Jean-René Goujon. C'est fait.